Voilà, alors on va démarrer le shiur, Parashat Teruma. Baruch Hashem, Bruchim Abaim, Chazak ou Baruch, pour tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui, pour le shiur sur Teruma. Alors, cette Parashat Teruma, c'est la première paracha qui concerne le Mishkan. Mishkan, on va parler, Bezrat Hashem, aujourd'hui d'un principe important concernant le Mishkan. Et vous savez que dans cette paracha, la Torah énumère les différents éléments du Mishkan. Et on parle à un moment des Kerashim. Les Kerashim, ce sont les planches, les poutres, les planches, qui constituent l'ossature du Mishkan. Et c'est écrit dans le Perek Kavvav Pasuk Tedvav, Ve'asita et Kerashim la Mishkan Aseh Shitim Omdim. Donc tu feras, donc Hachem dit à Moshe, tu feras et Kerashim, les Kerashim, les planches, la Mishkan pour le Mishkan, Aseh Shitim Omdim. Ça veut dire quoi, Aseh Shitim Omdim? Aseh en bois de Shittim. Shittim, c'est une espèce de cèdre. Omdim, dressé debout. Alors, il y a une question ici que les commentateurs relèvent. Rashi, d'ailleurs, fait la remarque. C'est écrit Akerashim, avec un E à Yedia. Tu feras les planches, les poutres. Si on voit les autres éléments du Mishkan, on ne voit jamais l'article défini. Par exemple, lorsqu'on parle du Shulchan, on dit Ve'asita Shulchan, tu feras une table. La menorah, menorah. Chaque élément, chaque partie du Mishkan, il n'y a pas d'article ici défini. Et là, on voit étrangement qu'on parle ha-kerashim, tu feras les planches. Il fallait dire, tu feras en sorte qu'il y ait des planches qui constitueront l'ossature du Mishkan. Pourquoi et ha-kerashim? Donc ça, c'est la question que Rashi relève. Et Rashi nous dit à ce sujet, mais otam ha-omdim yuhadim lekar. Ces planches-là, ces poutres qui constituent l'ossature du Mishkan, c'est des planches qui sont omdim, qui sont destinées, vouées, ou myuhadim et spécifiques, réservées pour le Mishkan. Ça veut dire quoi qu'elles sont réservées pour le Mishkan, ces planches, ces poutres qui constituent le Mishkan? Alors Rashi ramène le fameux Midrash avec Yaakov Avinu, que Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté des harazim. Il a planté des cèdres. Lorsqu'il est arrivé en Égypte, Yaakov, il a planté des cèdres. Et avant de mourir, il a ordonné à ses enfants, quand vous sortirez d'Égypte, eh bien, il faudra prendre ces cèdres. Il faudra donc déraciner ces cèdres et les transporter avec vous en sortant d'Égypte. Pourquoi? Parce que sachez qu'avec ces bois de cèdre, Akadosh Baruch Hu, eh bien, il va ordonner la construction du Mishkan. Donc, il faudra, avec ce bois de cèdre, constituer le Mishkan. Donc ça, c'est quoi? C'est Yaakov Avinu qui ordonne à ses enfants de ne pas oublier, lorsqu'ils vont faire sortir sa dépouille de Mitzraïm, eh bien, de prendre également ces cèdres avec eux lors de la sortie d'Égypte, parce que Hachem, il a ce plan de construire le Mishkan. Et le Midrash Rabbah, il rajoute un petit peu à ce sujet. Il dit, il y a une petite différence avec ce que le Midrash Rabbah ramène. Il dit qu'après que Yaakov, il ait appris que son fils Yosef est en vie, après plus de 20 ans de séparation entre Yaakov et Yosef, eh bien Yaakov, il a appris que quoi? Que Yosef, il est vivant. Et non seulement il est vivant en Égypte, mais il est resté, Baruch Hashem, tzaddik. Alors il a voulu bien sûr rejoindre son fils Yosef pour le retrouver. Et c'est écrit à ce sujet, Vayomer Israël, donc Yaakov, Israël, il a dit, Rav Od Yosef Ben Ichai, mon fils Yosef est encore Baruch Hashem en vie, il est tzaddik. Elcha, j'irai, vera enu beterem amut, et je le verrai avant de mourir. Donc Yaakov se prépare, Vaïssa, donc il voyage, Israël, Vechol Asherlo, tout ce qu'il a, toute sa famille, Vayavo Be'era Shava. Et là on nous dit que, avant de descendre en Égypte, pour retrouver Yosef, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il part à Beersheva. Alors, petite précision, Beersheva qui est cité ici dans la Torah, c'est pas comme aujourd'hui au sud d'Eretz Israël. D'après le Etz Yosef, c'est rapporté dans le Etz Yosef, c'est un commentateur des Agadotes du Chasse. Le Etz Yosef, il dit que le Beersheva dont on parle ici dans le Passouk, il s'agit d'un Beersheva qui se trouve au nord d'Eretz Israël. Donc, Yaakov, au lieu de partir en Égypte pour retrouver, après toutes ces années de séparation, Yosef, eh bien, il part au nord d'Eretz Israël. Alors le Midrash il dit, où est-il parti? Lechan alach, Amar Rav Nachman, il est parti
à Beersheba pour aller déraciner les cèdres que son grand-père Avram Avinu avait plantés à Beersheba. Comme il est dit, rappelle le Midrash, Vaïta Eshel be Beersheba. Donc Avram, il a planté Eshel. Un Eshel, c'est une marloquette. Certains disent c'est une auberge, d'autres disent un verger. En tout cas, il a planté quelque chose, Avram Avinu. On va dire donc, selon une explication, c'est un verger constitué donc de cèdres pour faire Arnasat Olchim. Et donc Yaakov, avant de retrouver Yosef, il part au nord d'Israël pour aller prendre ces cèdres que son grand-père Avram Avinu avait plantés plusieurs années avant. Alors c'est assez étrange. On imagine, on va se mettre à la place de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, ça fait plus de 20 ans qu'il n'a pas vu Yosef. Est-ce que Yosef est en vie? Est-ce qu'il est resté tzaddik? Je ne sais pas. Et là, il apprend que Yosef est en vie, qu'il est tzaddik. Donc, on se met à la place de Yaakov. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Yaakov? Tout de suite foncer en Égypte pour retrouver son fils. Quelle émotion extraordinaire après toutes ces années. Eh bien non. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que non, que Yaakov n'a pas fait ça. Il est parti d'abord au nord d'Eretz Israël pour prendre ces fameux cèdres-là. Est-ce qu'il y a urgence? Comment? Tu n'as pas vu ton fils pendant plus de 20 ans? Il y a urgence d'aller chercher les cèdres? Ça urge. Et en plus, je comprends pas, tu vas en Égypte, tu retrouves ton fils. Peut-être là-bas, tu vas trouver des cèdres. Ainsi, ces cèdres-là, ils ont poussé à Beersheba, puisque Avram il les a plantés là-bas, eh bien, ils peuvent pousser aussi en Mitzraïm. Donc, pourquoi Yaakov a eu besoin, avant de voir Yosef, d'aller chercher ces cèdres? Et, pour renforcer la question, il peut très bien en trouver en Mitzraïm. Donc ça, c'est la question que les commentateurs demandent. Alors, pour répondre à cette question-là, nous allons rapporter une Gemara dans Baba Metzia, Daf Pehe Amoudbet. La Gemara, elle dit comme ça. Elle dit qu'elle ramène un Maasé avec Rabbi Hanina et Rabbi Chia qui étaient en train de discuter. Ils discutaient en matière d'Alacha. Il y avait une discussion, une marloquette. Et dans au moment donc, où il y avait cette marloquette, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hanina à Rabbi Chia? Il dit, quoi, tu discutes contre moi? Tu sais qui, Baruch Hashem, qui je suis capable. Il dit, Chazve Shalom, I mishtakar Torah mi Israël, madrana la mepil poulet. Si, Chazve Shalom, la Torah, eh bien, elle était amenée à être oubliée, je suis capable, grâce à mon érudition et à mes connaissances et à mon savoir et à tous mes raisonnements, tous mes pilpoulim, permettre à la Torah de revenir au goût du jour si Chazve Shalom, elle était amenée à être oubliée. Je peux retrouver cette Torah par mes pilpoulim et la ramener si, Chazve Shalom, elle était amenée à être oubliée, la Torah. Ça, c'est ce que Rabbi Hanina dit à Rabbi Chia. Et Rabbi Chia de lui dire, il lui dit, tu sais quoi? Toi, tu dis que tu peux retrouver la Torah par tes raisonnements savants si Chazve Shalom, elle était amenée à être oubliée. Eh bien, moi, je suis capable de faire en sorte que jamais la Torah ne soit oubliée. Comment je fais? Comment je fais pour que la Torah ne soit jamais oubliée? La Gemara ramène la fameuse histoire très connue que je vais partir acheter des graines de lin. Je vais prendre ces graines de lin, je vais les planter, je vais planter ces graines de lin, je vais semer ces graines, je vais attendre que le lin pousse, les tiges de lin, je vais les couper. Une fois que j'aurai coupé ce lin, eh bien, je vais extraire des tiges, eh bien, cette matière, le lin, ces fibres, et je vais en faire des fils. Avec ces fils, je vais constituer des filets qui vont me permettre d'aller dans la forêt, chasser des cerfs, et avec ces cerfs, une fois que j'aurai attrapé ces cerfs, je ferai la shrita de ces cerfs. Le cerf est un animal cachère. Je ferai la shrita, et une fois que j'ai fait la shrita, eh bien, je vais bien sûr cachériser la viande, et je vais offrir cette viande de cerf aux yetomim, aux orphelins, aux nécessiteux. Je vais distribuer cette viande-là, je ferai un chesed, et avec la peau, les peaux de ces différents cerfs que j'aurai capturés, eh bien, je vais préparer cette peau, je vais la tanner, je vais la préparer, je vais en faire de toutes ces peaux-là des parchemins sur lesquels je vais écrire les Chamisha Chumshe Torah. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais partir de ville en ville. Je vais prendre, dans une ville, je vais prendre 5 enfants. À un enfant, je vais apprendre Sefer Bereshit. Au deuxième, Sefer Shemot. Au troisième, Sefer Vaikra. Au quatrième, Sefer Bamidbar. Et au cinquième, Sefer Dvarim. Chacun donc un Sefer. Et
chaque enfant qui aurait appris un Sefer, je dirais à cet enfant, eh bien, ce Sefer-là que tu as appris, tu l'enseignes à tes camarades. Et, d'accord, ainsi pour les autres également. Donc, quelqu'un, il a appris Sefer Bereshit, il va enseigner Sefer Bereshit aux 4 autres. Celui qui a appris Sefer Shemot, il va enseigner Sefer Shemot aux 4 autres. Et ainsi de suite. Ça, c'est pour Chamisha Chumshe Torah. Et je vais prendre aussi 6 enfants et Baal Peh, puisque la Torah, à cette époque-là, on ne pouvait pas l'écrire. Donc, la Torah orale était transmise oralement. Eh bien, je vais apprendre, enseigner cette Torah orale à chacun de ces 6 enfants. Chacun des Shisha Sidrei Mishnah, je vais l'enseigner à qui? Eh bien, à chaque enfant, et je vais demander à chaque enfant d'apprendre, d'enseigner ce Seder de Mishnah, eh bien, à son camarade. Et de cette manière, dit la Gemara, dit Rabbi Chia, la Torah ne sera jamais oubliée, elle perdurera, elle se maintiendra. La question que le Marsha demande sur cette Gemara de Baba Metzia d'Af Pe, c'est une question pshuta. Le Marsha, il demande, il dit, mais pourquoi tout ce labeur? Pourquoi tout ce temps? Rabbi Chia, c'est un homme de Torah, il est Yoshev Velomed. Pourquoi perdre tellement de temps et tellement de sacrifices, de temps entre guillemets, on a l'impression qu'il est perdu, alors qu'il aurait très bien pu, très facilement, eh bien, partir chez un sofer, acheter ce Sefer Torah, ou ces Sifrei Torah, et puis après, trouver les enfants et leur enseigner la Torah chez Birtav. Pourquoi il a fait tant et tant d'efforts? Il est parti chercher du lin, il a acheté du lin, il a planté ce lin, et le lin, après, il a attendu que le lin pousse, il a coupé le lin, après, d'accord, il a pris les fibres de ces tiges de lin, il en a fait des filets, et après, il est parti dans les forêts, etc. Pourquoi tant et tant de labeur, d'énergie déployée, alors que c'était beaucoup plus simple, directement, d'aller acheter, eh bien, ces Sifrei Torah chez un sofer? C'est la question très connue du Marsha sur cette Gemara. Et là, le Marsha, il a un yesod extraordinaire qu'on va essayer ensemble, B'ez Hashem, ce soir de développer. Il dit, Rabbi Chia, il nous apprend ici un fondement, quelque chose d'essentiel. Chez Kol HaMa'aseh, Mitrilato Yekol Kulo Leshem Shemamim. Il faut que ce projet, pour que la Torah puisse se maintenir, qu'elle ne soit pas oubliée, il faut que depuis le démarrage, ça soit fait Leshem Shamaim. Sans aucun intérêt, Leshem Shamaim. Si je vais chez un sofer pour acheter le Sefer Torah, qui me dit si ce sofer, il a écrit Leshem Shamaim? Peut-être qu'il a écrit ce Sefer Torah pour gagner de l'argent, mais pas Leshem Hashem. Qui me dit, lorsque je vais, par exemple, acheter un cerf chez quelqu'un, il a capturé un cerf, il le vend, qui me dit que lorsqu'il a capturé ce cerf, eh bien c'était pour, avec sa peau, en faire un Sefer Torah. Peut-être qu'il a capturé ce cerf pour vendre égoïstement donc ce cerf-là ou sa viande pour gagner de l'argent. Donc Rabbi Chia, il savait ça. Et pour garantir la pérennité de la Torah, qu'elle se maintienne, il voulait faire chaque chose, que ce soit chaque étape qui vont le mener jusqu'à transmettre cette Torah, qu'elle se maintienne, chaque étape, les Shem Shamaim, avec une préparation, une Messirut Nefesh et une préparation, les Shem Hashem. Donc, vous imaginez, il achète les graines de lin et en achetant, il fait un Leshem Yehoud, comme on le fait avant une mitzvah. Avant une mitzvah, on prend du recul, on est devant la mitzvah, on ne fonce pas tout de suite pour faire la mitzvah, on prend du recul et on fait un Leshem Yehoud, on se prépare. On a conscience qu'on est devant ici une mitzvah, donc on fait un Leshem Yehoud pour se préparer donc son cœur et ses kavanotes. Eh bien, c'est exactement ce que Rabbi Chia nous enseigne ici. Lorsque il va acheter ses graines de lin, avant d'acheter, il dit voilà, il a déjà, sauf Maaseh B'Marshavatrila, il a déjà ce projet, eh bien, que la Torah soit enseignée et qu'elle puisse perdurer. Donc, avant d'acheter les graines de lin, il dit voilà, Be'ezrat Hashem, ces graines de lin que j'achète, c'est pour que, après toutes ces étapes qui vont suivre l'achat de ces graines de lin, eh bien la Torah puisse continuer à se maintenir dans le cas Israël. Lorsqu'il va planter ses graines, là aussi, avant de planter, il dit voilà, il a déjà ce projet en tête, les Shem Shamaim. Lorsqu'il va couper le lin, la même chose. Lorsqu'il va faire des filets, la même chose. Lorsqu'il va aller dans les forêts pour capturer ses cerfs, la même chose. Toujours ce projet de faire les choses, les Shem Shamaim B'Messirut Nefesh. Vous allez me dire,
Le marché, il ramène ça. Très beau. Mais d'où est-ce que Rabbi Chia, il a appris ce yesod, ce fondement? Eh bien, il ramène ici au nom du Emet le Yaakov, du Gaon Rabbi Yaakov Kamnensky, qui ramène lui-même au nom du Gaon de Vilna, que Rabbi Chia, il a appris ça de Yaakov Avinu. Parce que Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Avant de retrouver Yosef, on imagine, plus de 20 ans sans Yosef, il apprend qu'il est vivant, il est resté tzaddik. Eh bien moi, à la place de Yaakov, je fonce voir mon fils. Je tombe dans ses bras, bouchou, d'accord, un moment d'émotion extraordinaire. Eh bien non. Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait avant de penser à lui, c'est-à-dire à son fils Yosef? Eh bien, il a mis de côté ses intérêts personnels pour s'occuper d'un projet qui est le Mishkan, d'un projet collectif qui est le Mishkan. Il va à Beersheva et il va déraciner ces cèdres que Avraham Avinu il a plantés pour l'Achnasat Orchim. Parce que ces cèdres-là, c'est Arazim, Vaïta, Eshel. Pourquoi Avraham il les a plantés à Beersheva? Eh bien, pour que, à partir de ces cèdres, il y a un beau verger, que les gens viennent et que Avraham il les fasse rentrer dans ce verger, Achnasat Orchim, qui les restaure. Eshel, c'est quoi Eshel? C'est Achila, Shin, Shtia, Lamed, Lina. Il va les restaurer, il va leur donner à manger, il va leur donner à boire, il va leur permettre, s'ils souhaitent, de passer la nuit là-bas dans son auberge, dans ce verger. Pour tout ça, pour les inviter à croire en Akadosh Baruch Hu, à renforcer cette émouna en Hachem. Ça, c'est ce que Avraham fait lorsqu'il plante ces graines de cèdre. Et donc, Yaakov connaît ce principe. Yaakov, il est parti, il a voyagé, et vous avez des kilomètres pour arriver à Beersheva et récupérer. Donc, c'est un travail incroyable. Il devait déraciner ses cèdres. Bon, il n'est pas tout seul. Certainement, il y a les membres de sa famille qui vont l'aider, mais c'est fastidieux, c'est laborieux. Faire des kilomètres plutôt que de retrouver Yosef, eh bien, Yaakov va faire des kilomètres pour aller à Beersheva, pour déraciner ces cèdres qu'Avraham avait plantés, les Shem Hachem, pour la glorification du nom de Dieu. Il les déracine et il va les transporter jusqu'en Égypte. Waouh, c'est incroyable cette tircha-là. C'est laborieux, c'est fatigant, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il a compris un yesod, Yaakov. Il a compris que son grand-père, il a vu Beruach HaKodesh, que ces cèdres, non seulement ils vont servir pour l'Achnasat Orchim, pour ramener les gens Tachat Kanfa Shrina, mais Avraham, il a compris que ces cèdres font partie d'un projet. Le projet que lorsque Bezrat Hashem, les Israël vont sortir de Mitzrayim, il y aura le Mishkan. Donc, sauf Maaseh B'Marshavatrila, dès le départ, sauf Maaseh, cette finalité du Mishkan, ce sanctuaire, ce tabernacle qui va donc abriter la Shekhinah, il faut préparer. Il faut préparer ces structures qui s'appellent Mishkan pour abriter la Shekhinah. Et pour préparer ça, les graines de cèdre de Harazim que je plante à Beersheva, je pense déjà à ça. Je le fais les Shem Hachem. Je le fais les Shem Shamaïm. Et ça, Yaakov, il a compris. C'est pour ça qu'il n'est pas parti en Égypte et là-bas, d'accord, il a trouvé des cèdres qu'il a déracinés. Non, il comprend qu'il faut qu'en amont déjà, Avraham, mon grand-père, ait fait le travail. Il a compris. Il a compris la Kavana Eliona qu'il a son grand-père. Donc il va, avant même de s'occuper de Yosef, de retrouver Yosef, il met ses sentiments profonds, ses émotions incroyables de retrouver Yosef, il met de côté pour d'abord s'occuper d'un projet tellement extraordinaire que le Mishkan, d'aller chercher ces cèdres-là. Donc ça, c'est ce que Rabbi Chia a compris de Yaakov Avinu. Il a compris. Et c'est pour ça que c'est écrit dans la Gemara, dans Souka, Daf Mem E, Amar Rabbi Chama be Rabbi Chaina. Rabbi Chama, il a dit au nom de le fils de Rabbi Chaina, il a dit Maï dirtiv atse shitim omdim. Le terme omdim, ça veut dire quoi omdim? Omdim, ça veut dire qu'ils sont dressés debout. Ces planches qui constituent le Mishkan sont debout. Alors, j'ai lu Derech Hagav, une explication très belle du Or HaChaim. Normalement, les planches, en général, lorsqu'on fait, donc on établit, on fait une construction, les planches, elles sont à l'horizontale. Eh bien, les planches qui constituent le Mishkan étaient verticales, étaient placées comme ça, debout, verticales.
Pourquoi? Alors, c'est rapporté au nom du Or HaChaim Akadosh. Pardon? Des trucs qui sont attachés une avec l'autre. Tout à fait. Alors, regardez ce qu'il dit ici, le Or HaChaim. Il dit, contrairement à la façon habituelle de procéder qui consiste à poser les planches horizontalement, couchées, celles-ci, toutes les planches qui constituaient l'ossature du Mishkan, étaient dressées sur le sol à la verticale. Omdim. Omdim, ça veut dire debout, vertical. Et le Or HaChaim d'expliquer que cette disposition montre que le bois, ces planches-là, s'élancent de la terre vers le ciel. Comme si ces planches, qui étaient debout, qui constituent le Mishkan, s'élancent de la terre vers le ciel. C'est le symbole, l'objectif de l'homme. L'homme, il doit ressembler à ces planches. Elles sont liées, d'accord, ces planches-là, liées ensemble, elles lient ensemble, en quelque sorte, d'après le Or HaChaim, le royaume terrestre et celui des cieux. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut relier le royaume terrestre au ciel, à la spiritualité. Et c'est ça que ces planches-là, Omdim, Atzeh Shitimim, nous enseignent d'après le Or HaChaim. Ça, c'est encore une explication du Or HaChaim Akadosh. Maintenant, c'est écrit dans la Gemara, dans Souka, Shema Tomar Mishenignaz Amishkan Avat Sivram ou Batel Sichuyan. Peut-être que tu vas dire, à Dieu ne plaise, que lorsque le Mishkan, il va être gnisé, il va disparaître, il va être caché. Peut-être que c'en est fini pour le Mishkan et ses éléments. C'en est fini, on ne retrouvera plus, on perd l'espoir de retrouver, d'accord, les éléments du Mishkan, les planches et tous les éléments. C'est fini, ça y est, on ne pourra plus les utiliser. Talmud Lomar vient t'enseigner ici le verset Omdim, chez Omdim le Olam ou le Olme Olamim. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les Chachamim, ils voient dans cette expression-là, Omdim, la garantie, l'éternité de ce Mishkan, de ces éléments. Mais pas seulement la garantie de l'éternité du Mishkan, des éléments du Mishkan, mais également la garantie de la survie du clan Israël aux heures les plus sombres de son histoire. Parce que tu pourrais peut-être dire que leur espoir de retour vers Eretz Israël avec le Mashiach s'est volatilisé à travers le Mishkan, qui a disparu. Non. C'est écrit, Atzeh Shitim Omdim, ils se dresseront, les Bnei Israël se dresseront toujours droit comme ça, confiants, en se disant Be'ezrat Hashem, ce Mishkan, on va le retrouver, ces éléments, on les retrouvera, et Be'ezrat Hashem, non seulement ça, mais tout le clan Israël, on le retrouvera attaché à Kadosh Baruch Hu. C'est écrit dans un sefer de Rabbi Tzadok HaKohen, Takanat HaShavim, il dit quelque chose d'extraordinaire qui rejoint ce qu'on est en train de développer. Et j'ai pensé, les filles Aniodati, à un chidouche par rapport à ce qu'il dit. Les krashim, vous savez que chaque élément du Mishkan correspond à une catégorie de Bnei Israël. Chaque élément du Mishkan correspond à une catégorie. Par exemple, la menorah, c'est les Talmidei Chachamim, c'est eux qui diffusent la lumière de Torah, la menorah. Les krashim, dit Rabbi Tzadok, correspondent aux Rechaim. Et à l'instar de ces kérachim, de ces planches, on ne perd pas espoir, on va les retrouver. Les Rechaim aussi, il ne faut pas perdre espoir. Ce n'est pas parce que quelqu'un il est loin de Dieu que ça y est, c'est fini. Jamais il ne pourra s'attacher et se relier à Kadosh Baruch Hu. Il n'est pas perdu. À l'image de ces kérachim qui sont Atzeh Shitim Omdim, que Be'ezrat Hashem, il y a cet espoir de voir Be'ezrat Hashem un jour ces planches et tous les éléments revenir. Les Rechaim d'Israël aussi reviendront. Ils sont destinés, Omdim, destinés à revenir à faire tchouva. Ça, c'est ce que dit Rabbi Tzadok. Alors, j'ai pensé comme ça, les filles nous ont dit, ça c'est votre serviteur, je ne sais pas ce que ça vaut comme Reilouche, mais voilà, je voulais des livres. Comment on dit une planche ou une poutre en ivrite? On dit keresh. Keresh, c'est une planche. Kerashim, c'est des planches, des poutres. Ce qui constitue le Mishkan, l'ossature du Mishkan. Si tu prends le mot keresh, c'est l'anagramme du mot kesher. L'anagramme de keresh, c'est kesher. Effectivement, une poutre, ça fait le lien. Quand tu mets une poutre dans une maison, la poutre, elle est le trait d'union entre, deux murs. Tu as une poutre,
d'accord, transversale, qui lie deux murs. Donc le Keresh, la poutre, c'est l'anagramme de Kesher, qui veut dire un lien. Mais c'est également Keresh, Kesher, c'est aussi l'anagramme de Sheker. Pourquoi? Parce que les Rechaïm, avant de faire tchouva, ils vivent dans le Sheker, dans le mensonge. Ils pensent que, d'accord, c'est ça, d'accord, la vérité, ils vont vers leur passion, vers leur pulsion, leur désir, ce monde matériel, Evel Avalim, et ils pensent que c'est ça la finalité. C'est laisser libre cours, d'accord, à nos passions, à nos envies, à nos désirs matériels. Mais c'est Olam HaSheker, comme il dit Shlomo Meler, Evel Avalim, tout ça. Il le dit 7 fois, Shlomo Meler. Evel Avalim. Une fois, j'ai entendu au nom du Ramchal, un grand chidouche, que lorsque Shlomo Meler, il a dit dans Kohelet, il a dit 7 fois Evel Avalim. Il a répété cette expression 7 fois. À quoi il pensait Shlomo Meler lorsqu'il a dit que les choses de ce monde sont vanité, tout est vanité? Vous savez à quoi il pensait? Nous, on s'imagine qu'il pensait eh bien, aux choses matérielles qui sont éphémères. Oui, on pense que c'est ça. Hein, toutes les choses matérielles, c'est des choses qui sont futiles et éphémères, qui sont vaines. Parce que on ne prend pas ça avec nous après 120 ans. On profite dans ce monde-là, mais c'est quelque chose qui est fugitif, qui est éphémère, qui est limité. On pense que c'est ça. Eh bien, le Ramchal, il dit un hidushatsu. Il dit, c'est pas de ça dont Shlomo Meler il a parlé. Parce que ça, c'est évident. Tout le monde sait que les choses matérielles, c'est éphémère, c'est Evel Avalim. C'est pas ça. Le Chidush, dit le Ramchal, lorsque Shlomo Meler il a dit Evel Avalim, il a dit 7 fois, il parlait de quoi? Il parlait de choses qui sont très intéressantes, comme par exemple les sciences. Les sciences. On va donner un exemple. Les mathématiques, la physique, la médecine, toutes les sciences qu'on a aujourd'hui qui sont magnifiques, qui sont merveilleuses, ça a de la valeur. Eh bien, le Ramchal, il dit, c'est Evel Avalim lorsque tout ça n'est pas mis au service de la volonté d'Hachem. Même ces choses passionnantes, les mathématiques, la physique, tout ce qu'on peut imaginer comme chormot, toutes les chormot, toutes les formes d'intelligence et sciences dans ce monde qui sont fantastiques, où on apprend plein de choses, et on peut, Baruch Hashem, à travers ces sciences, arriver à évoluer dans ce monde. Eh bien, si ces sciences ne sont pas utilisées au service de Torah Mizot, de la volonté d'Hachem, eh bien, le Hidush, il est que c'est Evel Avalim. Même ça, c'est Evel Avalim. Ça, c'est le Ramchal qui dit ça. Il ramène ce Unyana. Donc, on voit que tout doit être dirigé vers le Retson d'Akadosh Baruch Hu. Sinon, c'est du Sheker. C'est pour ça que, selon ce que dit Rabbi Tzadok Cohen, on comprend que ces Kerashim, qui sont l'image des Rechaïm, eh bien, ces Kerashim-là, Atse Shitim Omdim, ils sont destinés, Omdim, à revenir, à retrouver Akadosh Baruch Hu à travers leur Teshuvah, à s'attacher, à établir ce Kesher, ce Keresh, qui symbolise le Racha, ce Keresh. Eh bien, Bezrat Hashem, il va un jour ou l'autre établir ce Kesher avec Akadosh Baruch Hu, et il va s'éloigner de son Sheker dans lequel il était embourbé. D'où l'anagramme de Keresh, Kesher, Sheker. Alors, pour revenir à ce Yesod, que tout est conditionné, tout ce que nous faisons, c'est conditionné par rapport à Marshava Techila, par rapport à la pensée initiale qui vient donc dans notre tête au moment où on a décidé d'amorcer un projet. Comme ici on a dit pour la Torah, faites en sorte que la Torah l'otishakar, que la Torah ne sera jamais oubliée dans le cas d'Israël. Donc dès le départ, pensez à ça et œuvrez dans ce sens, Marshava Trila, sauf Maaseh Marshava, eh bien on a cette notion-là qui est rapportée également, très intéressant, par le Hiskouni. Le Hiskouni, il dit quelque chose de magnifique au sujet d'un Midrash. Le Midrash, il dit comme ça, c'est le Hiskouni qui ramène ce Hidush. Est-ce que toute la Torah est en France? Tout quoi? Est-ce que toute la Torah est en France? Toute la Torah est en France? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent est-ce que si on regroupe plein de personnes, la Torah, elle est Baruch Hashem, elle est partout. Dans le monde. Elle est dans le monde entier, elle est répandue partout. En France, partout, elle est répandue la Torah, Baruch Hashem. Alors le Midrash, il dit, le Hiskouni ramène ce Midrash, il dit Mara Kadosh Baruch Hu le Hamid Navi le Ochiach et Ninve. Avec Yona, un Navi, Akadosh Baruch Hu l'a mandaté, l'a missionné pour aller à Ninve,
pour exhorter la population de Nineveh à faire teshuva. Alors, le Midrash, il demande, pourquoi Hachem, il a pris Yona et il lui a dit, va à Nineveh pour dire aux gens qu'ils fassent teshuva. Pourquoi Nineveh a mérité plus que toutes les autres familles de la terre? Pourquoi les gens de Nineveh ont-ils mérité plus que tous les autres familles de la terre? Que, eh bien, eux, ils ont mérité d'avoir un prophète qui vient et qui leur dit, faites teshuva. Et pour renforcer la question, on voit que lorsqu'un jour il a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, eh bien, il n'a pas dit à Abraham, va à Sodome et Gomorrhe, exhorte les gens à faire teshuva. Il aurait pu. Pourquoi? Pourquoi pour Yona, il a dit, va à Nineveh et dis-leur que ça y est, il faut absolument qu'ils fassent teshuva, sinon je détruis, d'accord, les habitants de Nineveh. Pourquoi juste par rapport à Yona et à Nineveh, alors que au sujet de cette décision que Hachem il avait de détruire Sodome et Gomorrhe, il n'a pas dit à Abraham, va chez les gens de Sodome et Gomorrhe, leur dire de faire teshuva. Pourquoi? Donc le Chizkoni pose cette question-là. Et là, il dit quelque chose d'extraordinaire. Qui a bâti la ville de Nineveh? C'est qui le bâtisseur de Nineveh? Qui a bâti cette ville? C'est Ashur. Ashur. Maintenant, concernant Ashur, Ashur c'était un tzaddik. Et Ashur, c'est écrit qu'il a construit Nineveh, et à son sujet, il est écrit Minaharet Sa'i Yatsa Ashur. Minaharet Sa'i, de cette terre-là, Yatsa Ashur, Ashur est sorti. Et les Mefarshim d'expliquer Mina Etsa A'i Yatsa Ashur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ashur, il s'est démarqué de ses contemporains. La plupart du monde, ils ont suivi à cette époque Nimrod. Nimrod, qu'est-ce qu'il a dit? Nimrod, nous nous révolterons, Nimrod. Il a dit, on va faire un grand projet. Vous savez que c'est le premier, Nimrod, c'est le premier Mélenchon. Le premier Mélenchon de l'histoire, c'est Nimrod. Vous savez pourquoi? Parce que Mélenchon, il a créé le parti Les Insoumis. Eh bien, le premier insoumis, c'est qui? C'est Nimrod. Il a dit, moi, me soumettre à Dieu et à sa volonté, pas question. Je ne me soumettrai jamais à la volonté de Dieu. Je me révolterai, Nimrod, nous nous révolterons. Nimrod, ça veut dire nous nous révolterons contre Akadosh Baruch Hu. Donc il a fait ce projet de la tour de Babel, et il a fait toute une cité comme ça, où les gens ils vont être ensemble, Be'ardout, mais cet Ardout, eh bien, dirigé contre Dieu. Et l'initiateur de ce projet, c'est Nimrod. Non, je dis, c'est étonnant que je me posais la question aujourd'hui ou hier que ce prénom-là soit encore un prénom donné en Israël. Ben oui, malheureusement, il y a des Juifs qui donnent à leurs enfants ce prénom de Nimrod. C'est une catastrophe. Nimrod, un rachat comme ça. Nimrod, nous nous révolterons. Nous allons nous rebeller contre Dieu et contre sa volonté. C'est incroyable. C'est pour ça que je me suis dit peut-être qu'il y avait d'autres Nimrod. Chas v'shalom. Nimrod, c'est un rachat gamour. Il ne faut surtout pas donner à son fils ce prénom-là. C'est pour ça que j'étais étonné. Alors, lorsque Ashur il a entendu ça, il s'est démarqué. Il a dit quoi? Un projet qu'on initie contre Dieu, je me démarque, d'accord, je prends les distances. Donc c'est écrit, Mina Etsa Yatsa Ashur. Donc Ashur, il est sorti, il n'a pas été d'accord avec cette génération de Dora Plaga, la génération de la dispersion. Là, on voit encore quelque chose d'extraordinaire. Un Yesod, le Chizkoni, reprend ce Yesod du Marsha et il dit, qu'est-ce qu'on voit? Que ces gens de Nineveh, ils ont mérité un sursis, ils ont mérité qu'un prophète comme Yona aille chez eux. Alors c'est des goïms. Pourquoi? Pourquoi on leur donne cette chance de pouvoir écouter la parole de Yona pour qu'ils puissent faire tchouva? C'est quoi ce srout-là? D'où il tire ce srout? Eh bien, il tire ce srout du fondateur, du bâtisseur de Nineveh, qui est Ashur. C'est Ashur. Comme c'est écrit, Minaret Sa'i Yatsa Ashur. Donc on voit de là que parce que Ashur, il avait une kavana noble de se démarquer de Nimrod et de son projet qui était négatif, et donc de cette démarcation va naître la ville de Nineveh, bâtie par Ashur. Voilà, extraordinaire. Donc cet homme tzaddik, il a été contre ses contemporains, contre ceux qui ont suivi Nimrod. Il n'a pas été d'accord dans ce plan-là. Et Hachem, il a gardé ça. Il a dit, puisque c'est comme ça, alors je ne vais pas détruire
je ne vais pas détruire la ville de Ninvé. D'abord, je vais leur donner une chance. Je vais envoyer Yona à Navi qui va exhorter ces gens à faire teshuva. Donc, on leur laisse une chance, un sursis. Ce qui n'était pas le cas pour Sodome et Gomorrhe. Parce que Sodome et Gomorrhe, ces villes-là ont été bâties par des Réchaïm. Et donc, il n'y a aucune possibilité pour que ces gens-là fassent teshuva. Abraham va essayer de prier pour essayer de voir s'il y a des gens peut-être potables dans ces villes-là. Il ne va pas en trouver. Hachem a décidé de détruire. Et on aurait pu penser que c'est la même chose pour Ninvé. Non, pas du tout. Parce que, étant donné que cette ville-là, elle a été bâtie par un homme qui s'est démarqué de ses concitoyens, et donc il avait une kavana théora lorsqu'il a bâti cette ville-là, donc il est complètement, donc il s'écarte de ce projet de Nimrod, eh bien ça a permis aux descendants d'avoir une chance pour pouvoir revenir. Yona est parti, les a exhortés à faire teshuva, et Baruch Hashem, eh bien ils ont pu faire teshuva. Donc ça c'est quelque chose de fondamental qu'on voit ici, que sauf Marshava, sauf Maaseh et Marshava Trila. Alors pourquoi c'est important? Parce que Baruch Hashem, de génération en génération, et surtout aujourd'hui, on voit des gens qui font tchouva. Il y a de plus en plus de personnes qui font tchouva. Et pourtant, si vous voyez ces gens qui font tchouva, ils sont issus de familles très très éloignées. On dit, comment se fait-il que ces gens-là ont fait tchouva? Ils ont vécu dans un environnement qui n'est pas du tout un environnement de Torah et de mitzvot. Leurs parents, d'accord, peut-être même leurs grands-parents, c'était des gens qui n'étaient pas dans Torah et mitzvot. Alors comment ils ont eu ce srout? Eh bien de pouvoir faire teshuva. Bien si, il faut voir, tu remontes. Peut-être qu'il y a une arrière-grand-mère ou un arrière-arrière-grand-père qui lui, eh bien, il a Messirut Nefesh, il a servi à Kadosh Baruch Hu, il a prié pour que ses descendants, eh bien, soient dans le chemin de la Torah. Ah, peut-être il n'a pas eu le srout que son fils il soit dans le chemin de la Torah, son petit-fils, peut-être son arrière-petit-fils. C'est jamais perdu. Comme on dit, Azorim bedim'a, berina iksoru. Celui qui sème avec des larmes, berina, avec joie et allégresse, iksoru, ils vont récolter. Ils récolteront. On le voit ici avec Avraham Avinu. On le voit avec Rabbi Chia. On le voit avec Ashur. Tous ces exemples que j'ai cités montrent que lorsque, dès le démarrage, eh bien, on fait les choses, les Shem Hashem, on fait les choses, c'est imprégné de Gdusha, de Tahara, de l'Eshem Shamaïm, eh bien, le projet y réussit. Non seulement il réussit, mais il perdure. Comme on a vu pour Rabbi Chia, comme on a vu pour Avraham Avinu qui a planté ses graines de cèdre, ce qui va donner plus tard ce Mishkan, qui va perdurer. Même si aujourd'hui on ne le voit pas, le Mishkan, on ne voit pas ces éléments, mais ils sont là. Les Olméades. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous voyons également. Alors, regardez, le Gaon de Vilna, il dit là-dessus, il dit quelque chose d'extraordinaire, le Gaon. Il dit que si les gens construisaient, dès le démarrage, lorsqu'on fait les fondations pour une choule, eh bien, si les gens, au moment de la fondation de la première pierre, ils prient, ils pleurent, et ils font les choses, cette première pierre qu'ils posent, ils le font les Shem Hashem, ils le font pour que, Bezrat Hashem, ce binyan, cette synagogue, ce kollel, ce Beth Midrash, cette structure de Torah qui va se construire, si le démarrage de la première pierre, d'accord, Even Apina, la première pierre, elle est posée avec cette kavana, elle est posée Bemesirut Nefesh, avec des larmes, avec des kavanotes qui sont pures, eh bien le Gaon, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit Lo hayu yecholim beoto bet hakneset, je vous lis le langage du Gaon, dans cette synagogue qui va être construite, jamais au grand jamais, eh bien les gens n'auraient prié avec marshava zara, avec une pensée étrangère. Incroyable, ça veut dire qu'il garantit le Gaon que si le projet dès le démarrage il est fait les Shem Shamaïm, eh bien une fois que la synagogue sera construite, c'est sûr, dit le Gaon de Vilna, que personne ne pourra prier, ne priera dans ce Beth Knesset avec une marshava zara, avec une pensée étrangère. C'est incroyable. Incroyable. Ça veut dire que tout dépend du début. Tout dépend du début. Sauf Maaseh, ben marshava techila. Incroyable. Des pierres pour des écoles ou des
des synagogues. Ben voilà, alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Je vous rapporte ce qui est écrit au sujet donc de la yeshiva de Volojine. On raconte comme ça. Il y a une fois un des Gdolim, eh bien, il a voulu faire une yeshiva, il a fait sa yeshiva, mais malheureusement, cette yeshiva n'a pas eu le srout d'avoir une très grande réussite. Il y avait très peu d'élèves, ça ne fonctionnait pas comme il l'entendait. Alors, il est parti voir Rabbi Chaim de Volojine, le père des yeshivot. Il est parti le voir, il lui a dit comment ça c'est, voilà, au Hachem, j'ai fait j'ai créé une yeshiva et puis je vois que ça fleurit pas, il n'y a pas de réussite. Alors il lui a dit, ah bon, comment ça s'est passé lors de la pose de la première pierre? Alors il lui a répondu, eh ben, lorsqu'on a posé la première pierre, Baruch Hashem, on a lu des Tehillim, on a dit des livrets Torah, on a lu des passages de Tehillim, voilà comment ça s'est fait. Donc ça s'est fait comme il faut. Écoutez bien ce que Rabbi Chaim il lui a répondu. Il dit, nous à Volojine, le secret de la réussite de la yeshiva de Volojine, Bevolojine sod atzlahatenu, le secret de notre réussite, c'est quoi? Dit Rabbi Chaim à ce Rosh Yeshiva, que lorsque on a posé la première pierre, Even Apina, de la yeshiva de Volojine, eh bien, on ne s'est pas contenté de dire livré Torah, on ne s'est pas contenté de lire des Télim, nous avons jeûné et nous avons pleuré. On a pleuré. Ça veut dire que tout en, d'accord, par les fondations, il y avait des larmes qui coulaient, qui se mélangeaient au ciment, qui se mélangeaient, d'accord, à ces pierres-là de fondation. Extraordinaire. C'est ça. De là, on peut arriver à comprendre ce que dit le Noam Elimelech. Pas le Noam, le Bnei Issachar. Le Bnei Issachar, il ramène le Rav Zvi Elimelech de Dinov. Il ramène quelque chose d'incroyable. Dans Agra, c'est pas dans Bnei Issachar, c'est dans un autre livre à lui, dans Agra des Pirka. Il dit dans Agra des Pirka, il ramène ça au nom de l'Admour de Reminov, le Rav Mendel Mireminov, à la Shalom. Il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, on est très très étonné de voir que dans beaucoup de familles, alors que c'est des familles, Baruch Hashem, religieuses, dans la Torah et les mitzvot, on voit que les enfants, eh bien, jusqu'à la bar mitzvah, ils ont bien poussé. Ils ont bien poussé, ils allaient, d'accord, au cheder, ils étaient réguliers dans leur étude. Baruch Hashem, ils ont étudié la Torah, ils prient avec Kavana, ces enfants. Oh, Baruch Hashem, déjà, ils ont suivi un très bon chemin jusqu'à la bar mitzvah, jusqu'à 13, 15 ans à peu près. Et après, lorsqu'ils ont franchi ce cap de la bar mitzvah, ils arrivent à 15 ans, 14, 15 ans, un virage. Mitraprim, et on voit des midot exécrables, des comportements qui ne sont pas des comportements de Bnei Torah. Non seulement ça, mais on voit qu'ils ont délaissé l'étude de la Torah. Mais Vatlin Torah, ils ont délaissé la Tfila, ils ont délaissé la Tfila Betsibour, ils ont délaissé le Limouda Torah, ils ont des midot qui ne sont pas bonnes, alors que c'était des petits anges. Avant la Babylone, c'était des petits anges, ces garçons-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment comprendre? Demande le Bnei Issachar. Comment comprendre ce virage-là, ce revirement? Écoutez bien ce qu'il dit, c'est impressionnant. Il dit pourtant, la Torah qu'ils ont apprise lors de leur jeune âge, c'est Evel Shen Bohet, c'est la laine qui sortait de leur bouche, hein, comme la laine des enfants purs qui étudient, c'est une haleine où il n'y a pas de faute. Donc au contraire, ils auraient dû continuer dans cette voie après la bar mitzvah. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien ce qu'il dit, c'est impressionnant. Il dit ça au nom de l'Admour de Reminov. Hein. Il dit Avotehem et chiluotam mamon gazul. Regardons les parents. Si les parents ils font manger à leurs enfants de l'argent volé, ça veut dire que tout ce qu'ils donnent à leurs enfants, hein, ils leur achètent des habits, ils leur donnent de la nourriture. Maintenant, il faut de l'argent pour ça. D'où vient cet argent? Si les parents ont acquis cet argent malhonnêtement, ils ont volé cet argent, et avec cet argent qu'ils ont volé, ils ont acheté de la nourriture pour leurs enfants, ils ont acheté des vêtements, ils ont acheté plusieurs choses matérielles pour leurs enfants, eh bien, cette nourriture provenant d'un vol, ces vêtements,
eh bien, cette nourriture et ces vêtements sont impactés, imprégnés de la faute de leurs parents du vol. Avotem echilotam mamon gazoul, chez Siglou aliédé masaomatam chez No Bemouna. Eh bien voilà, ils ont mangé le fruit d'un argent, d'accord, qui a été volé. Et ça fait partie de leur chair. Ça fait partie de leur chair. Et ça a impacté leur esprit, leur cœur. Et tout cet élan qu'ils avaient dans Torah et Mitzvot, il est parti. Pourquoi c'est juste à ce moment-là Pourquoi? Alors c'est une bonne question, pourquoi? Parce que, il ne le dit pas, mais j'ai pensé comme ça. C'est parce que, regardez, je vais vous donner l'exemple. Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, au départ, on voyait, c'était des jumeaux, donc ils se ressemblaient, et on avait l'impression, jusqu'à l'âge de la bar mitzvah, que c'est des petites sadikim les deux. Esav n'a pas... Quand est-ce qu'il a montré véritablement son vrai visage de rachat? Quand est-ce que ça s'est exprimé? Après la bar mitzvah, lorsqu'il avait, d'accord, à partir de l'âge de 15 ans. Mais avant, dit le Midrash, eh bien, on ne voyait pas de différence flagrante entre Yaakov Hatzadik et Esav. Quand est-ce que, malheureusement, on a vu Esav commencer vraiment à prendre un chemin qui n'est pas le bon chemin après la bar mitzvah? Pourquoi? La naissance, déjà. Oui, non, dans le ventre, on dit, parce que c'est ça d'accord, ce qui se passait dans le ventre de leur mère, eh bien, c'était juste ça préfigurait ce qui va se passer plus tard. Mais quand est-ce qu'on a vu vraiment la différence? C'est pour ça qu'on nous dit que c'est à ce moment-là, lorsqu'il avait 15 ans, Esav, il a commencé à faire les 400 coups, c'est à ce moment-là qu'Avraham Avinu, il est niftar. Parce qu'à quel jour il a pris Avraham pour ne pas voir son petit-fils dans cette situation de dévergondé. Parce qu'il commençait à se dévergonder à partir de cet âge-là. Pourquoi? C'est logique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que au moment où le Yetzer Tov rentre dans le cœur de la personne, le Yetzer Hara se ravive. On sait que jusqu'à 13 ans, il n'y a que le Yetzer Hara chez l'enfant. Et à partir de 13 ans, rentre le Yetzer Tov. Donc le Yetzer Hara, il n'est pas content. Il dit quoi? J'ai un ange qui rentre dans le cœur de l'enfant et qui va pousser, encourager ce jeune à faire Torah et Mitzvot. Alors à ce moment-là, le Yetzer Hara, il ne supporte pas et il se déchaîne. Alors qu'il était en sourdine jusqu'à 13 ans, il était en sourdine, il était là, tranquille, il occupait ce territoire qui est donc l'enfant. Et lorsque un concurrent qui est pour lui donc un adversaire qui devrait amener ce jeune donc à grandir dans Torah et Mitzvot, il y a l'adversaire. Alors à ce moment-là, je vais redoubler d'efforts, je vais redoubler d'énergie et de stratagèmes pour amener ce jeune malheureusement à aller vers le mal. Il se réveille, etc. C'est pour ça que ça se passe. C'est pour ça que le moment de l'adolescence, c'est le moment le plus difficile pour un enfant. Le moment où il est adolescent, on dit l'essence de l'adolescent se réveille, son corps se transforme, dans sa tête aussi ça se transforme. Le Yetzer Hara, ça y est, il est ravivé parce qu'il y a un Yetzer Tov justement. Parce qu'il y a un Yetzer Tov, il se ravive le Yetzer Hara. Et donc c'est ça qui montre que effectivement Esav, à partir juste après la bar mitzvah, ça y est, il prend un chemin qui n'est pas le bon chemin. Et donc on voit, ça répond à ta question, pourquoi juste avant la bar mitzvah, on voit que ça fonctionne chez ces enfants. Bien que les parents, peut-être depuis pas mal d'années, ils ont donné à manger à leurs enfants de la nourriture qui provient d'un vol. Comment ça se réveille après la bar mitzvah? Selon ce qu'on a expliqué, on comprend. C'est ce qu'il te dit ici. Avotem echilu otam mazon gazoul. Et c'est à ce moment-là que ça se révèle. C'est à ce moment-là que malheureusement on voit ces enfants bifurqués. Incroyable. Regardez la hashpa'a, l'influence encore, l'influence de nos actes. On a vu tout à l'heure l'influence positive d'un acte dès le départ. On voit ici l'influence des actes négatifs. Comment ça imprègne les enfants, ça imprègne les descendants. C'est là qu'on voit ici. Donc on voit au Hashem ici un yesod extraordinaire de cette paracha du Mishkan. On démarre avec paracha Teruma et on comprend donc Kerachim, ces fameux Kerachim, ces fameuses planches, ces fameuses poutres, ce sont des poutres meyuchadot.
des poutres meyuchadot, des poutres qui sont, et des planches qui, depuis le départ, sont empreintes. Ce bois, il est empreint de Gdusha dès le départ. Et c'est ça qui a fait qu'il y a un Mishkan, où la Shekhinah, elle réside dans ce Mishkan. Sauf Maaseh, ben Marshavat Trila. Voilà. Il est bientôt moins 5. On va s'arrêter là pour le shiur. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a développé aujourd'hui? J'ai une question. Pourquoi 7 ans? Pourquoi? Ça peut être moins que 7 ans. Vous avez dit tout à l'heure 7 ans. 7 ans? J'ai pas compris la question. Pourquoi, à un moment donné, vous avez parlé de 7 ans? À quel sujet j'ai parlé de 7 ans? Non, j'ai parlé à un moment de cette séparation entre Yosef et Yaakov, plus de 20 ans. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai évoqué donc cette notion de 7 ans dans le shiur. Non. Non, je ne sais pas. Ça ne me dit rien. En tout cas, non, on n'a pas parlé de 7 ans. On a parlé donc de toutes ces années, d'accord, où Yaakov et Yosef ne se sont pas vus. Voilà, donc pas de questions. Alors voilà, que il nous aide, Bez Hashem, à intégrer ces notions-là, cette notion, ce Yesod du Marsha, qui a été donc après repris par le Gaon de Vilna, et que Bez Hashem, à travers toutes ces parachiotes du Mishkan, on puisse faire, comme c'est écrit, Vasuli Migdash Veshachanti Betocham. Ils me feront un Migdash, un Mishkan, Veshachanti Betocham, pas Betocho. Hashem, ce qui l'intéresse, c'est pas, d'accord, c'est surtout dans notre cœur, faire de notre cœur un Mishkan, que la Shrina puisse résider en nous. Et ça, on voit que dès le départ, il faut œuvrer dans ce sens, qu'Hachem nous aide et qu'on puisse progresser dans ce sens. Amen, Ken Yiratzon.